Merci Boris. Alors, pourquoi envisager une convergence des systèmes juridiques? C'est vrai que la réponse du juriste serait de dire parce que finalement on est avec des systèmes juridiques de droit écrit, d'inspiration civiliste, et dans les grandes lignes, que ce soit dans le droit matériel ou dans le fonctionnement juridictionnel, il n'y a rien qui semble être un obstacle dirimant à cette convergence. Et c'est vrai que dans le cadre de puisque tu l'as cité, de la collection qui est en cours de parution chez l'Ami Liaison, donc une collection en langue portugaise de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OADA sur un certain nombre de matières, arbitrage. Au début du mois prochain, les sûretés vont paraître, puis les voies civiles d'exécution. On aura les sociétés commerciales et in fine, pour l'instant, le droit comptable en début d'année prochaine. Le constat est en effet qu'il y a beaucoup de convergence. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas surexagérer cet argument des convergences sur le plan juridique, parce que d'une part, il n'est pas totalement vrai. Chacun de ces États a aussi développé sa propre législation. Le seul fait d'avoir un système de droit écrit ne veut pas dire que tout cela se ressemble. Je pense que les systèmes de droit communistes sont des systèmes de droit écrit et n'ont pas grand-chose à voir avec des systèmes écrits de modèles occidentaux. Et par ailleurs, il ne faut pas l'oublier non plus, nous sommes dans des pays, et ça vaut aussi pour les pays membres de l'OADA, où le droit coutumier conserve une place importante, et y compris en droit des affaires. Quand on parle de financement, je ne peux jamais m'empêcher de dire que une des sources de financement du business en Afrique, ce sont la diversité des pactes tontiniers, largement ignorée par la doctrine, qu'elle soit africaine, qu'elle soit occidentale, s'intéressant à l'Afrique. Et pourtant, on y trouve, je pense, un puits de questions juridiques extrêmement intéressantes, notamment en raison de cette diversité des pactes tontiniers. On constate surtout que bien avant qu'on parle de crowdfunding en anglais, les Africains avaient déjà trouvé une partie de la solution. Donc, il y a cet argument juridique qui existe, mais que je n'exagérerai pas. Parce que, en réalité, pourquoi parler de convergence? C'est l'argument géographique. Les États africains lusophones, et ça s'explique par la façon dont les découvertes ont été menées, longent les côtes africaines. Et donc, ils sont relativement distants les uns des autres. Vous voyez, on va commencer avec Cap-Vert, Guinée-Bissau, un peu plus bas, on trouvera Saint-Thomé, puis Angola et le Mozambique. Les Portugais, au XIXe siècle, avaient un projet qu'ils avaient appelé Carte Rose, qui visait à relier les deux océans, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Donc finalement, ils ont réussi à développer les deux rives, l'Angola pour l'Atlantique, le Mozambique pour l'océan Indien, le canal du Mozambique, mais vous voyez quand même que le canal du Mozambique va bien plus loin que celui-ci, en termes d'espace maritime. Et ils n'ont jamais réussi à créer le trait de liaison qu'ils ont ambitionné de faire. De ce point de vue, on voit quand même l'idée, et je pense qu'elle est encore plus vraie aujourd'hui, puisque tu l'as dit, Boris, ce qui est important de rappeler, à chaque fois que l'occasion nous en est donnée, c'est que l'OADA a pour vocation de favoriser le commerce intra-africain. Alors, je crois que, parlons crûment, il y a beaucoup de Blancs qui parlent de l'OADA, mais l'OADA est un droit africain au service des Africains, au service des entrepreneurs africains. Donc, il est certain que de ce point de vue, réussir par une uniformisation des règles à permettre à ces différents États lusophones
un peu éparses, en réalité, sur le continent, de trouver ensemble des moyens de rapprochement par la règle de droit. Moi, je trouve que ça, c'est un très bel argument. Et là, on commence à être plus percutant. Alors, il n'y aura pas cette carte rose, parce que même si l'Angola et le Mozambique adhéraient un jour à l'OHADA, certes, la RDC apportera 90% du trait d'union manquant, mais il y aura toujours un petit bout du côté de la Zambie, et là, je pense que c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y aura un rapprochement certain. Et de la même manière, on voit des États comme Saint-Thomé, comme le Cap-Vert, qui, à l'évidence, en plus de ça, d'être insulaires, auraient un vrai besoin qui serait satisfait, qui serait comblé, si l'OHADA devenait du droit positif dans leurs ordres juridiques respectifs. Donc l'argument géographique, pour moi, est beaucoup plus puissant que l'argument juridique, paradoxalement. Et à la fin, je dirais, pourquoi une convergence? Mais parce qu'en réalité, vous avez déjà un État lusophone, membre de l'OHADA. Et ça, pour moi, c'est l'argument massu. C'est-à-dire que la Guinée-Bissau a déjà fait une immense partie du chemin. C'est-à-dire que par son adhésion, elle a permis à ce que le portugais devienne une des 4 langues officielles de l'OHADA, au même titre que l'anglais, l'espagnol et le français. Et la Guinée-Bissau, de ce point de vue, pour qui s'intéresse à une harmonisation des législations dans des pays de langues différentes, est le formidable laboratoire pour comprendre tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est certain. Il est certain que, de ce point de vue, si on veut envisager une convergence, il y aura quand même des enseignements à tirer et des corrections à apporter à la lumière de ce qu'a été l'expérience, de ce qu'est jusqu'à aujourd'hui l'expérience de la Guinée-Bissau ou dans un autre domaine de la Guinée équatoriale. Alors, on l'a bien compris, c'est donc tout à fait envisageable, mais jusqu'où peut aller cette convergence? Est-ce qu'on va aller vers une adhésion, des actes finalement comme à Madagascar qui peuvent être très proches? Je pense que la question aujourd'hui, octobre 2024, me paraît prématurée. Et pour une raison très simple, c'est que le défi linguistique ne doit pas être sous-estimé. Il l'a trop été jusqu'à présent. L'OHADA est une organisation panafricaine, 4 langues officielles. Or, la réalité est que c'est une organisation, dans les faits, francophone. Très clairement francophone, avec tout ce que cela charrie de méfiance et également de déception. Je parlais de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, disons les choses comme elles sont, continue à avoir un droit des sociétés qui s'applique, qui n'est pas conforme au droit de l'OHADA. On continue à avoir un droit des sûretés qui s'applique, qui n'est pas conforme à l'OHADA, mais parce que rien n'a été fait pour rendre le droit OHADA accessible. C'est-à-dire que si vous voulez rendre le droit OHADA accessible, certes, il y a un travail de traduction, mais pas que des actes uniformes. Il y a un travail de traduction des jurisprudences. C'est-à-dire que toutes les jurisprudences de la CJA, sans qu'on ait à discriminer entre le bon grain et l'ivraie, entre les arrêts et les grands arrêts, comme on aime souvent le dire dans les universités, et les arrêts d'espèces, non, traduisez tout. L'intelligence artificielle devrait quand même permettre de le faire avec des coûts qui soient maîtrisés. Et je dirais même que, indépendamment des coûts, soit on a les moyens de ses ambitions, soit on ne les a pas. Donc là, aujourd'hui, il est vrai que le défi linguistique est majeur, parce que l'extension géographique de l'OHADA, là, on le voit, on parle de Madagascar, on va parler de Burundi, on n'est pas non plus sur des possibilités infinies en termes de pays francophones. On pourra encore parler de Djibouti, on pourrait parler de la Mauritanie, mais on ne va pas faire des adhésions qui risquent de faire passer l'OHADA à 30 États membres. Ça me paraît matériellement impossible. Et encore, quand je parle de Djibouti ou que je parle de la Mauritanie, ça renvoie une fois encore à une question linguistique majeure, puisque ces États
sont arabophones. Et aujourd'hui, quand on parle de l'OHADA dans ces États, les milieux avisés nous font la remarque, mais attendez, le Tchad, les Comores ont l'arabe comme langue officielle, l'arabe n'est pas une langue officielle de l'OHADA. Là aussi, appelons un chat, on n'a jamais vu une organisation internationale qui ne reconnaît pas comme langue officielle les langues officielles des États membres. Et pourtant, là, le sujet est sur la table. Donc, il est clair que, de ce point de vue, une convergence sur le papier, beaucoup d'arguments en faveur. Les obstacles sont des obstacles linguistiques, très clairement. Après, aussi des obstacles humains. C'est-à-dire qu'une fois qu'on décide de faire adhérer un pays de la taille du Mozambique, puisque c'est quand même lui qui est en ligne de mire, entre guillemets, plus de 30 millions d'habitants, on voit tout de suite que le flux de dossiers qui pourraient arriver au niveau de la CCJA n'a rien à voir avec, en termes, je dirais, de quantité de travail, donc de capacité à les traiter, n'a rien à voir avec ce que peut représenter la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau a globalement permis aux magistrats de la CCJA, au fil des années, de se tenir bien au chaud et de ne pas avoir à se poser la question de comment traiter des écritures qui auraient été rédigées en langue portugaise et la question de comment finalement retenir la langue applicable à une procédure où vous auriez une des parties lusophones, une autre francophone ou anglophone ou hispanophone. Or, ce sont des questions qui se poseront. Et là, on voit bien que c'était aussi des questions en matière de ressources humaines.